Chaque jour, quand le soleil est au plus haut, les éléphants vont au point d'eau. C'est une grande femelle qui marche en tête. La petite troupe qu'elle conduit est composée d'individus qui sont tous de la même famille. Il y a là la mère, ses filles et leur progéniture, quelques spécimens d'une espèce hors norme. Une ultime référence à la mégafaune qui dominait la Terre à l'ère tertiaire. Grande taille, grand besoin. 100 à 200 litres d'eau au quotidien. Le plus souvent, ils ne boivent qu'une fois par jour. C'est l'occasion quasi systématique d'une deuxième séquence consacrée aux soins du corps. Les éléphants n'ont ni glande sébacée ni glande sudipare. La boue a déjà une vertu, elle leur assouplit l'épiderme. Ce groupe est bien représentatif de l'unité sociale de base chez les éléphants. Une douzaine d'individus et pas de mâle adulte. Ils quittent la cellule familiale à l'adolescence quand ils commencent à importuner les femelles. Ces moments ont à l'évidence un côté ludique et petits et grands aimeraient sans doute les faire durer. Mais déjà, la matriarche a donné le signal du départ. Alors, on se remet en route. La boue va sécher sur les peaux et former une carapace qui sera bien utile contre les insectes et les ardeurs du soleil. Entre l'arrivée des éléphants et leur départ, il s'est écoulé moins de 30 minutes. C'était sans doute le meilleur moment de leur journée d'éléphant. Si la grande femelle l'a écourté, c'est qu'elle sait le programme chargé qui les attend. On est au cœur de la saison sèche. La nourriture est moins nutritive et il faut passer beaucoup de temps pour alimenter cette énorme masse. Cela occupe l'éléphant 16 heures par jour. Il doit manger quotidiennement l'équivalent de 4 à 6% de son poids, soit plus de 200 kg pour un grand mâle de cette taille. Il lui faut une nourriture aisément disponible en grande quantité. Ce n'est pas un hasard si le plus gros mammifère terrestre est végétarien. Pour satisfaire un tel besoin, pas question de se montrer difficile. En fonction de l'endroit, de la saison, l'éléphant mange tout ce qu'il trouve, dès lors que c'est végétal. Dans ces circonstances, le feuillage déshydraté fait l'affaire.
L'animal est néanmoins fin gourmet et il a ses préférences. Il apprécie particulièrement ces feuilles de mopane en forme de papillon ou le bois des baobabs. Les éléphants ont écorcé celui-là aussi haut qu'ils l'ont pu. À la saison sèche, l'éléphant mange pour l'essentiel des plantes ligneuses, autrement dit, des arbres et des arbustes. Celui-ci alterne autant qu'il peut avec de l'herbe sèche, car il s'est déjà cassé une défense. Sans doute en insistant sur une écorce récalcitrante. Sur la bande de troncs nus, les traces sont toutes fraîches. Les éléphants se sont régalés. La savane porte un peu partout les stigmates du goût immodéré qu'ont les éléphants pour les longues bandes d'écorce. Lorsqu'ils quittent le clan maternel, les mâles ont deux options. Vivre seuls ou partager leur quotidien avec quelques compagnons. Les éléphants adultes n'ayant pas de prédateurs, il n'y a aucune raison pratique à cette association. Elle relève simplement du goût de l'autre et de l'instinct grégaire. C'est toujours une surprise de voir ces animaux qui doivent pourtant ingurgiter d'énormes quantités de nourriture, se servir sans hâte et avec une grande délicatesse. S'il fallait des preuves de leur appétit gargantuesque, il suffit de regarder alentour. L'éléphant partage avec l'homme un drôle de privilège. Par son comportement, il peut modifier le paysage, transformer une savane arborée en savane aride. L'homme et le pachyderme ont un autre point commun. Ils peuvent survivre dans n'importe quel habitat, pourvu qu'ils y trouvent de l'eau et de la nourriture. Les éléphants sont des animaux généralistes. Ils ne se sont pas spécialisés. Ils ont colonisé tous les habitats disponibles en mettant à profit leur capacité d'adaptation. Où qu'il aille, le grand bûcheron de la savane poursuit aussi son œuvre de jardinier. Au rythme quasi régulier de 3 à 5 crottins toutes les 100 minutes, il sème, il fertilise.
À la différence de la girafe, du buffle ou des gazelles, l'éléphant ne rumine pas. Avec leur digestion en 2 temps, les ruminants assimilent les 2/3 de leur nourriture. L'éléphant, par comparaison, n'en transforme pas la moitié. Sa digestion est très incomplète. Conséquence, le crottin est plein de graines intactes. Si les oiseaux ne les mangent pas, elles ont de bonnes chances de germer car elles sont dans un cocon fertile. Un éléphant évacue au quotidien 150 kg de déchets. Il disperse en même temps des milliers de graines. Il compense un peu de cette façon la végétation qu'il détruit. Ces silhouettes nous sont si familières qu'on en oublie à quel point cet animal est au sens propre extraordinaire. Il est le résultat d'options radicales prises par ses ancêtres au fil de l'évolution. De près ou de loin, il ne ressemble à aucun autre animal avec lequel il partage son habitat. Bien sûr, chaque espèce a ses particularités. Le zèbre a ses rayures. Le bubal, des cornes angulaires, un corps luisant et bicolore. Il est ruminant, le zèbre ne l'est pas. Mais leur morphologie est globalement comparable. Les pattes sont fines, l'encolure est marquée. C'est le modèle le plus commun dans la savane. Le cou correspond aux vertèbres cervicales. Presque tous les mammifères en ont 7, aussi bien l'impala que la mangouste jaune. Et c'est même vrai pour la girafe. Pour développer son long cou, elle n'a pas augmenté le nombre de ses vertèbres, elle les a allongées à l'extrême. Chacune mesure une quarantaine de centimètres. Grâce à cette adaptation, elle a conquis une niche écologique. Elle mange où les autres ne vont pas. Chez l'éléphant, l'option est contraire. Les vertèbres cervicales sont aplaties au maximum. Cette fois par nécessité pour que la tête soit le plus possible collée au corps. Un coup plus long aurait déséquilibré l'animal vers l'avant. Surtout que cette tête énorme porte aussi des défenses et la trompe. Aujourd'hui, l'éléphant est le seul animal sur Terre à porter cet organe étrange. C'est le dernier survivant d'une famille qui était très florissante il y a 30 millions d'années. Elle a compté plus d'une centaine d'espèces, les proboscidiens. Le nom vient du grec, où proboscis désigne la trompe. Elle a beaucoup évolué au fil des âges.
À l'origine, elle était très courte. Elle a aussi été aplatie. Sous sa forme actuelle, qu'on trouve déjà chez les mastodontes et les mammouths, elle date d'environ 1 million d'années. Pour comprendre pourquoi l'éléphant s'est doté d'une trompe, il suffit de regarder d'autres herbivores. Par exemple, ces buffles qui croisent le chemin des pachydermes. Il y a là une centaine d'individus et presque tous sont dans la même position, tête baissée parce qu'ils broutent. Pour manger, ils descendent la bouche au niveau du sol, ce qui semble évident. Mais l'éléphant en est tout à fait incapable. Il est de trop grande taille et de plus, il est gêné par ses défenses. Faute de pouvoir amener sa bouche à la nourriture, l'éléphant n'avait qu'une solution, amener la nourriture à sa bouche. Une façon de faire qui se traduit chez les espèces les plus évoluées par des membres avec des mains. L'option retenue par l'éléphant est radicalement différente. Il a développé un énorme organe préhensile issu de la fusion de son nez et de sa lèvre supérieure. La trompe est quasiment aussi haute que l'éléphant. Elle lui offre un excellent rayon d'action dans toutes les directions. Grâce à elle, il peut atteindre des feuillages qu'on croit réservés aux girafes. Voilà l'instrument idéal pour alimenter en continu la formidable machine à broyer abritée dans ses mâchoires. L'éléphant n'a que 4 molaires, mais elles sont énormes et dotées d'un pouvoir de mastication hors du commun. L'éléphant peut monter, baisser, orienter sa trompe dans toutes les directions. La trompe elle-même s'articule de façon quasi illimitée. C'est un assemblage complexe de plus de 40 000 muscles et il faut de l'expérience pour en tirer le meilleur parti. Les éléphantaux ont besoin de plusieurs mois pour réussir à coordonner ses mouvements. Un éléphant adulte fait à peu près ce qu'il veut avec sa trompe. Celui-ci, après avoir arraché une touffe d'herbe, la secoue pour débarrasser la motte de sa terre. Le pachyderme rencontre quand même une limite. Il ne peut pas tenir quelque chose et s'en saisir en même temps. Alors souvent, il cède avec le pied.
La trompe de l'éléphant n'est pas seulement un bras de préhension. C'est aussi le clairon avec lequel il communique son humeur. C'est le nez par lequel il respire. Le siège de l'odorat. C'est l'organe du toucher qui permet de maintenir le contact avec les autres. C'est l'outil polyvalent qui, sur demande, aspire et pulvérise. Parce qu'elle réglait bon nombre des problèmes liés à sa taille, la trompe de l'éléphant lui a permis de traverser les âges. Un autre point a été déterminant, son régime alimentaire. Les géants carnivores d'hier sont tous éteints. De la mégafaune du Quaternaire, il ne reste plus que quelques espèces. Elle se compte sur les doigts d'une main. Et tous ces animaux sont végétariens. Celui-là a gardé sa silhouette de temps révolu. Le rhinocéros noir est l'un des derniers représentants d'une famille qui est apparue il y a 35 millions d'années. À cette époque, ses ancêtres n'avaient pas de cornes, mais c'étaient déjà de vrais rhinocéros avec un corps massif, des pattes courtes et une tête allongée. Elle se termine par une lèvre préhensile en forme de bec de tortue. Cette autre espèce de rhinocéros a survécu, le rhinocéros blanc. Deux fois plus gros que son cousin noir, il est apparu des millions d'années plus tard à l'ère Quaternaire. Chez les deux espèces, les yeux sont petits et placés très bas sur les joues. Pour compenser leur mauvaise vue, ils comptent sur leurs oreilles. Alors que le rhinocéros noir consomme jusqu'à 200 variétés de plantes, le rhinocéros blanc ne mange que de l'herbe. Les rhinocéros n'ont ni canines ni incisives. Alors ce sont les lèvres qui saisissent et coupent la nourriture. Chez le rhinocéros blanc, elles sont larges et droites pour offrir une grande surface de tonte. Les rhinocéros mangent principalement matin et soir. Ici, juste après un bain de boue. Ils se contentent de 20 à 30 kg d'herbe par jour. C'est peu pour des animaux de cette taille. Si leurs besoins en nourriture sont limités, c'est que leur métabolisme est lent et qu'ils se dépensent peu au point de paraître souvent apathiques. Rien à voir avec la réactivité permanente des éléphants qui n'auraient jamais supporté l'insistance de ces corbeaux-pies.
La peau du rhinocéros a beau être ferme et épaisse, elle attire une multitude d'insectes et de parasites suceurs de sang. Son derme quasi invulnérable est recouvert d'une fine couche épidermique très vascularisée. Alors qu'il semble insensible à tout, la mobilité des oreilles traduit une soudaine attention. Une fois n'est pas coutume, cette paire de rhinocéros est constituée d'un mâle et d'une femelle. Un couple. Il est formé pour 1 à 3 semaines, le temps de la reproduction. Le reste de l'année, les mâles adultes vivent en solitaire sur leur territoire. Celui-ci a senti que le terrain était déjà occupé. C'est sans ambiguïté. Ce tas de crottins marque les limites d'un domaine. Pour dire qu'ils sont chez eux, les rhinocéros passent et repassent régulièrement déposer leur odeur en alimentant ces latrines. Ils prennent toujours le même chemin et sont si routiniers qu'ils finissent par tracer de véritables sentiers dans la savane. Le rhinocéros a la réputation d'être un animal solitaire, ce qui est vrai pour les mâles territoriaux. Les femelles, au contraire, sont rarement seules. Si elles n'ont pas de petits, elles s'associent à d'autres femelles qui sont dans la même situation et vivent en groupe stable de quelques individus. Le lien social le plus solide, le plus constant chez le rhinocéros, c'est celui qui unit le petit à sa mère. Ils restent ensemble pendant 2 à 3 ans, bien au-delà du sevrage, bien au-delà de la taille critique qui les rend vulnérables aux prédateurs. Une heure à peine après sa naissance, le petit rhinocéros était déjà debout aux côtés de sa mère. Aujourd'hui, il a 2 mois et il commence à brouter. Malgré ses débuts précoces, la vie du rhinocéros ne tiendra pas ses promesses. Cette jeunesse protégée, passée au contact exclusif de sa mère, lui prépare une existence atone, sans grande relation sociale. Les éléphanteaux aussi restent collés à leur mère. Mais il y a une différence. Ils sont au sein d'un groupe. On est bien loin cette fois de la petite cellule familiale d'une douzaine d'individus. Quand une famille s'agrandit jusqu'à compter une vingtaine de membres, il est courant qu'elle se scinde. Chacune alors a sa vie propre, mais les occasions de se retrouver sont nombreuses. Tous ces éléphants sont sans doute apparentés, membres du même clan d'origine. L'éléphanteau s'efforce de garder le contact avec sa mère. Mais s'il s'en trouve à un moment séparé,
il y a quelque chose pour le rassurer. En cas de difficulté, il sait qu'il peut compter sur l'assistance de n'importe laquelle de ses femelles, qu'elles soient ses sœurs, ses tantes ou des cousines éloignées. Mais l'éléphant est un animal complexe et paradoxalement, si sa mère venait à mourir, il ne trouverait personne pour l'adopter. Les éléphantaux gardent longtemps leur allure de gros bébés. Pour évaluer leur âge, on peut se fier à leur taille. Ils font 90 cm à la naissance et en un an, ils gagnent une vingtaine de centimètres de hauteur. Les plus petits passent encore sous le ventre de leur mère. Un peu plus tard, ils la contournent. Faute de repères incontestables dans un groupe où l'échelle de hauteur va de 1 à 3, l'observation du comportement donne de bonnes indications sur l'âge des individus. Ce bébé a au moins 5 mois, l'âge à partir duquel les éléphantaux savent coordonner l'usage du pied et de la trompe. Celui-là mesure environ 1,20 m. Il doit avoir entre 2 et 3 ans et fait déjà preuve de beaucoup d'autonomie. Quant à ces deux-là, vu leur taille, leur jeu et leur petite défense, on peut estimer qu'ils ont entre 6 et 8 ans. Mais quel que soit leur âge, tous les individus se soumettent sans réserve à la discipline du groupe. C'est peut-être ce qu'il y a de plus surprenant chez l'éléphant. Cette capacité à assumer pleinement une double identité. L'une comme membre indéfectible du groupe et l'autre en tant qu'individu qui ne renonce en rien à mener sa vie propre. S'il y a bien un signe particulier indissociable de l'éléphant, ce sont ses défenses. Elles poussent tout au long de sa vie. Les défenses sont des incisives supérieures et comme toutes les dents, elles poussent plus ou moins droites. Elles commencent à dépasser de la mâchoire lorsque les éléphantaux ont environ 2 ans. À la puberté, vers l'âge de 10 ans, elles pèsent de 1 à 3 kg. À partir de ce moment, elles grandissent plus vite chez les mâles, car la testostérone influe sur leur croissance. Leur développement est très variable. Il dépend de l'habitat et de l'alimentation. Sa richesse ou non en sels minéraux est déterminante.
Au sein d'un groupe, comme les animaux vivent dans les mêmes conditions, la taille des défenses est un bon indicateur de l'âge et du sexe des individus. Il y a souvent au sein du troupeau des animaux porteurs de signes distinctifs. Ils permettent d'identifier la harde et de reconnaître les individus. Cela facilite beaucoup l'étude du pachyderme. On a pu collecter à propos des éléphants une multitude de données. On a enregistré quantité d'informations et rapporté une infinie variété de comportements. L'éléphant est sans doute l'animal de savane qu'on a le plus étudié. Et c'est tout l'inverse pour le troisième géant végétarien survivant, l'hippopotame. Si l'hippopotame reste relativement méconnu, c'est parce que son mode de vie ne facilite pas l'observation. Il passe l'essentiel de la journée dans l'eau et lorsqu'il est dans l'eau, il ne laisse voir souvent que les quelques poils qu'il a sur le museau. Le matin, quand il revient d'avoir brouté toute la nuit sur les berges, l'hippopotame dévoile sa stature de méga herbivore. Le corps est en forme de barrique monté sur 4 piliers courts, à même de supporter les 2 ou 3 tonnes de sa masse. On sait que l'hippopotame et les cochons ont une même origine et que les deux familles ont divergé il y a environ 50 millions d'années. Mais on ne connaît pas leur ancêtre commun. Le soleil commence à monter et l'animal est pressé de pouvoir s'immerger. Comme son épiderme est très fin et qu'il est lui aussi dépourvu de glandes sudipares, il se déshydrate très vite, beaucoup plus vite que n'importe quel autre mammifère. L'hippopotame est là encore un animal vraiment différent des autres. Par sa morphologie, sa nature amphibie, mais aussi par son mode de vie paradoxal et toujours largement inexpliqué. L'hippopotame, qui s'aventure toujours seul lorsqu'il broute la nuit sur les berges, recherche systématiquement dans la journée la proximité de ses congénères. Cette idée de faire bloc pourrait s'expliquer si l'animal avait des prédateurs. On pense notamment à des menaces sur ses petits. Mais en vérité, les jeunes hippopotames sont plus souvent tués par des grands mâles de son espèce que par les crocodiles qui s'intéressent surtout aux poissons.
Les crocodiles et les hippopotames cohabitent fréquemment, et ce pour une bonne raison. Ils affectionnent l'un et l'autre le même milieu, les eaux des fleuves ou des lacs, pourvu qu'elles soient calmes, et disposent de berges plates et dégagées. L'hippopotame est capable de gravir une pente escarpée. Mais pour lui, voilà l'idéal. Une berge en pente douce qui lui permet de multiplier sans effort les allers et retours avec l'eau. Il déteste les sols vaseux et a une exigence. Il faut qu'il y ait par endroit au moins 1,50 m d'eau. C'est la profondeur qui lui suffit pour s'immerger complètement. Les hippopotames sont organisés en groupes d'une douzaine d'individus ou plus qui sont sous la coupe d'un mâle dominant. Dans un milieu stable comme celui-ci, les mâles dominants peuvent garder leur statut plusieurs années. Mais de jeunes prétendants s'entraînent en permanence en vue de les défier un jour. Le combat se mène exclusivement avec cette énorme mâchoire qui s'ouvre à 150 degrés. Chez l'hippopotame, la mandibule inférieure est armée de grosses canines recourbées et d'incisives toutes droites qui poussent tout au long de la vie de l'animal. Elles peuvent atteindre une cinquantaine de centimètres. C'est dire que ces deux-là sont encore jeunes et que ce combat n'est pas sérieux. Les hippopotames ont une tendance très nette à synchroniser leurs activités. C'est systématique chez les plus jeunes. Quand leur mère se met à l'eau, ils la suivent. Ce qui relève d'un besoin naturel de protection chez les bébés s'explique moins bien chez les adultes. Sauf à considérer cette obsession à rester toujours au contact d'un autre. Les hippopotames gardent leur part de mystère, et certains de leurs comportements sont toujours inexpliqués. D'autant qu'on peut les trouver, comme ici, dans des situations improbables ou du moins aux antipodes des goûts et des habitudes qu'on leur prête. A priori, tout hippopotame évite autant qu'il peut les eaux vives. Non seulement celui-ci ne s'y trouve pas par accident, mais il revient jour après jour se remettre au cœur du rapide. Il s'y détend et prend du plaisir. Qu'importe la difficulté qu'il a au quotidien à accéder à ce bain bouillonnant. La vérité, c'est qu'au-delà des généralités qui valent pour les espèces, il y a des individus avec leur caractère et leurs envies. Quand le soleil se lève,
les éléphants sont encore en mouvement, toujours en quête de nourriture et disponibles à l'observation. On remarque qu'à la différence de la plupart des animaux, les femelles portent leurs mamelles sur la partie avant du corps. L'accès à la tétée est simplifié. Les bébés boivent directement avec la bouche, sans utiliser une trompe qu'ils maîtrisent mal au premier jour de leur vie. L'éléphant accumule les particularités anatomiques, mais chacune s'inscrit dans une remarquable cohérence. Une option s'accompagne toujours d'une adaptation qui la rend viable. Sa peau nue est exposée à la chaleur? Qu'importe, il a ses grandes oreilles de plus d'1 mètre de haut pour le rafraîchir. Et comme elles sont fortement vascularisées, c'est tout le circuit sanguin de l'animal qui s'en trouve tempéré. Le vrai problème, c'était le poids du corps. De la trompe de 100 kg auquel s'ajoute le poids des défenses. Mais les défenses peuvent soulager s'il le faut du port de la trompe. Et puis, pour supporter son énorme masse, l'éléphant est doté de pieds très particuliers. Ils ont chacun 5 doigts qu'on ne voit pas parce qu'ils sont internes. Ils sont en position verticale quand la patte n'est pas en appui, mais quand le pied se pose, ils s'écartent pour faire office d'amortisseur. Les éléphants sont très différents des hippopotames et des rhinocéros. Ils ne sont pas de la même famille, n'ont pas la même organisation sociale et ne mènent pas la même vie. Au-delà de leur peau nue, de leur stature massive, de leur régime végétarien, quelque chose pourtant les rapproche. Ils ont traversé les âges pour parvenir jusqu'à nous. Preuve que ce sont des modèles éprouvés, y compris celui-là qui nous semble aujourd'hui le moins évolué. Les rhinocéros pourraient vivre sans doute encore inchangés pendant 10 000, 100 000 ou 500 000 années. Ils ont la formule pour exister et ils n'ont pas de prédateurs. Et pourtant, en 20, 10, 5 ans, ils pourraient disparaître à jamais. L'homme pourrait, par sa convoitise, stopper d'un coup la longue histoire de ces animaux reliques. La menace est partout. Le goût pour la corne et l'ivoire, la pression sur le territoire. Déjà, les grands carnivores ont disparu. Figé sous sa croûte de boue, ce rhinocéros présage peut-être un mauvais jour, où la rencontre avec ce géant ne serait qu'illusion à la vue d'un rocher boueux.